François Bon, Balzac, roman. Je voudrais aujourd'hui ouvrir un dossier. Pour moi, c'est une tonalité un peu grave. C'est quelque chose que je découvre, enfin en tout cas depuis quelques semaines, que tout ça est venu là sur ma table, que j'ai pu me procurer quelques textes. Je souhaite aussi que ce dossier, on puisse être plusieurs à l'ouvrir, à l'explorer, le compléter. C'est pas quelque chose à la légère, tu fais ça et puis tu passes. C'est pas du tout dans l'anecdote. Alors, pour commencer, je voudrais vous lire un texte. C'est l'avant-propos, un roman dans lequel on retrouve, sous d'autres noms, et Balzac, mais de façon très mineure, mais pas mal d'auteurs qui gravitent dans ce monde parisien contemporain, et c'est dur aux femmes. Et voilà l'avant-propos. Alors, le livre s'appelle Une fausse position. Il est bien sûr dans les compléments numériques là, que j'ai insérés là, dans la petite carte, la petite clé USB Balzac roman. C'est publié sous le nom de Claire Brune, B-R-U-2-N-E, pseudonyme choisi par Caroline Marbouty. Et c'est de Caroline Marbouty qu'on va parler. Avant-propos. Femme de tradition, mère de famille, écrivain moraliste, mes études m'ayant conduit à la philosophie la plus élevée, j'ai dû étudier sérieusement la question de la femme, son but social, son but terrestre, son but divin. Quelques-uns de mes livres abordent hardiment cette grande question, au point de vue de l'éducation, l'exploitation, la famille et la morale. J'eusse voulu la faire rentrer dans la voie de la vérité, qui est à l'art et au génie ce qu'est le soleil à la terre, la lumière divine. Pour être femme écrivain, il faut comprendre que cette vocation est et doit être un sacerdoce, qu'elle demande un entier développement, seul moyen d'arriver aux conditions exigées par l'art, vérité, élévation, grandeur, race. Peu de femmes comprennent cette grande mission. La plupart de celles qui l'abordent y cherchent d'abord et avant tout un échappatoire au devoir de la famille. La femme n'est excusable d'écrire qu'alors qu'elle apporte son dévouement réel à l'art moral, et qu'elle donne à la société comme réformateur le produit de son intelligence pratique. Deux routes se présentent alors à la femme, ainsi placée, celle du talent artistique et celle de la charité religieuse. La femme qui joue avec sa plume devant le public est aussi blâmable que la femme galante qui prend l'amour pour elle seule, que la dévote qui se sert de Dieu pour des buts coupables, car la femme est le prêtre de la morale élevée, le laboureur spirituel de la société. Elle doit ensemencer l'ordre, la vérité, la bonté, pour faire germer le bien. Le sacerdoce de l'écrivain est donc l'œuvre régénératrice par l'idée morale. C'est le dévouement à la vérité élevée, c'est la guerre aux mensonges, aux vices, qui sont les grandes luttes du génie. La mission de la plume féminine est donc d'éclairer. La femme, bas bleu, écrivain de fantaisie, fait tort à la femme élevée. Elle égare sur la vraie mission des femmes, qui est le dévouement sous trois formes, à la famille, à l'humanité, à la religion, à la famille par le devoir, à la société par la vérité, à l'humanité par la charité. La jeune fille, restée en tutelle, a-t-elle condition pour juger, comprendre, guider la société? Non, la nature a ses lois de développement pour toutes ses créations matérielles et intelligentes. La fleur qui ne graine pas ne sert qu'au plaisir des yeux. Ce n'est donc point la femme qu'il faut juger dans la littérature qui émane d'elle. C'est le point de départ du génie, c'est la source, d'où découlent ses douleurs qui produit les cris sublimes de son âme torturée pour le salut de tous. C'est le milieu social qui a comprimé, faussé ou détruit l'ordre de sa nature bienveillante. Ce sont les pierres du chemin qui ont heurté et ensanglanté ses pieds qu'il faut compter, soulever et montrer aux législateurs et au monde. C'est de nos jours l'action impuissante de la femme sur l'homme que Dieu lui a donné mission de comprendre, d'aider, d'aimer. C'est dans l'inspiration de la femme poète qu'il faut trouver la vérité nécessaire aux réformateurs de l'avenir, l'ordre voulu pour faciliter le chemin social. Chaque génie porte avec lui sa pierre de l'édifice par son originalité et sa lumière. Chaque rayon du talent se réunit à tous les autres rayons de la science pour former la vérité sociale.
Madame Stahl nous dit les passions de la femme, George Sand ses besoins et sa douleur, Sainte Thérèse sa foi, Charlotte Corday son héroïsme, l'abbé Dollière son amour, Claire Brune ses luttes sociales, Madame de Genlis les romans du cœur. L'une accuse les mœurs, l'autre la société, celle-là la nature, l'une éclaire, l'autre conseille, celle-là instruit, d'autres dévoilent et critiquent. Toutes portent leur note au grand concert de la douleur qui accuse la justice humaine et dont le cri à certains développements arrive jusqu'à Dieu pour appeler réforme. Rien n'est donc à rejeter dans le produit général du génie féminin. Le législateur peut et doit en extraire la lumière pour organiser l'ordre social par l'ordre particulier et retrouver ainsi l'ordre naturel. La mission de la femme écrivain est préparatoire. Cela explique pourquoi les femmes supérieures sont si mal comprises de leur vivant. George Sand, Madame de Staël ont effrayé leurs contemporains qui s'obstinent à ne vouloir juger en elles que la femme et qui, en raison de cela, leur opposent la lutte. Dans le Midi, lorsqu'on veut tuer un insecte, on l'entoure d'un cercle de feu. La bête, ainsi cernée, essaye en vain de traverser cette barrière brûlante. Dans l'impossibilité d'y arriver, elle se retire au milieu et meurt d'inanition. Cette figure m'a donné l'idée de ce livre. La femme supérieure à notre époque se trouve presque fatalement ainsi placée. Ce n'est pas le feu, mais le vice qui le comprime, l'attire ou exploite, à travers duquel elle doit se faire une place à peu près impossible. Les Romains faisaient des vestales et des prophètes de leurs femmes supérieures, les druides des prêtresses, les Grecs des professeurs. Notre civilisation chrétienne les parque, les isole, leur fait la guerre. Je n'ai pas la prétention de corriger ou de ramener notre société. Lorsque l'homme tolère et accepte que ces marchands falsifient tous ses moyens d'existence, que l'éducation annule, mutile, détruise, fausse la femme, sa compagne et sa mère, la moitié divine que Dieu a mise. Quand c'est le divin, je passe un petit peu. Mais non, pas tant que ça. Allons-y, continuons. Respectons, Claire Marbouty, la moitié divine que Dieu a mise sur la terre pour lui servir d'associé et d'aide, et qu'au lieu de lui faire accepter et comprendre cette grande mission de solidarité humaine et conjugale, l'éducation arrache la femme à la réalité. Pour la dresser dès l'enfance à regarder l'homme comme un ennemi et vice-versa, élève l'homme à l'exploitation de la femme par les sentiments. L'écrivain espère peu la réforme. Il ne la demande même pas, bien sûr de ne point être compris. Mais il jette dans le monde les grandes idées dont Dieu lui a confié la mission terrestre. Une fois lancées, elles suivent la direction voulue, elles rentrent sous le rayon divin dans la loi de la destinée qui utilise tout, qui reporte dans un autre ordre de choses les cris de la victime méconnue ou la protestation du spectateur, écrivain, moraliste. Voilà. Et je pense que c'était bien de commencer par l'entendre, Claire Marbouty. Et maintenant, de quoi je partais, moi ? Alors, je partais, là, dans la bio de Balzac. Vous savez, c'est comme... c'est toujours... Ça se recopie les uns les autres. Tout. Donc, tu savais qu'en 1836, Balzac, pour gagner 3 sous, c'est ses amis, les marquis de je sais pas quoi, qui ont des affaires à régler en Italie, lui demandent le paye pour faire un voyage à Turin et régler des affaires les concernant. Balzac s'embarque et... s'embarque avec un jeune homme qui s'appelle Marcel et qui se révèle évidemment être une femme déguisée, une jeune femme, une mère de famille de 2 enfants et dont il a fait la connaissance il n'y a pas très longtemps via Jules Sandeau. Et c'est une femme qui a quitté la vie conjugale, a emmené ses 2 filles à Paris et a décidé de vivre comme écrivain. Et là, c'est là où commence tout d'un coup le tir de barrage. Alors, dans ce voyage, on connaît les
principales étapes. On a évidemment des lettres et de Balzac à Zulma Caro et même des allusions à Madame Anska pour bien lui dire non, non, mais il ne s'est rien passé. Oh non, il ne s'est rien passé. Et puis le voyage à Turin où il y a encore une autre ambivalence, c'est-à-dire que évidemment ça se voit que c'est une jeune femme et cette jeune femme-là, qui porte des bandeaux noirs, une silhouette assez longue et mince, vous ne verrez pas, mais vous avez les documents, je vous les mettrai à disposition, eh bien, on se dit que forcément, si c'est une femme, c'est George Sand, et que Balzac fait un voyage avec George Sand venu incognito, surtout que la relation de Balzac à Jules Sandeau, comme de Caroline Marbouty à Jules Sandeau, à l'époque, est évidemment là, directement, comme une clé à l'arrière. Et ensuite, ce qu'on a, c'est que il y a le retour, et puis ensuite, Balzac, ça c'est les grandes années, vous savez, 1837, 1838, il bosse comme un dingue. Et il y a des lettres de Madame Marbouty, et lui, en fait, trouve tous les prétextes pour ne plus la revoir. Il est passé à autre chose, et pour elle, évidemment, c'est un choc de plus. Et le portrait qu'elle fait de Balzac, alors évidemment, il faut ménager tout ça, on ne saura jamais toutes les clés, les points précis, mais c'est un Balzac dur, c'est un Balzac dans cette relation au travail, mais à la passion du voyage, à la reconnaissance au salon, quand ils arrivent à Turin, qui nous donne quand même une facette cohérente, qui épaissit le bonhomme. Et quand épaissir, elle en parle aussi de son physique. Alors, Madame Marbouty, après, comment tu fais ton chemin, là, dans la vie parisienne, quand tu veux être écrivain et que tu as quitté ton vieux mari légitime et que tu tâches d'élever tes 2 filles, ce sera d'échec en échec, échec relatif, elle y arrivera. Mais toujours, là, dans cette espèce de mépris, ce qu'on dit nous aujourd'hui, le plafond de verre. Je t'assure qu'à l'époque, c'est pas du plafond de verre, c'est des gros madriers de bois. Et elle va vivre jusqu'en 1890. Elle va mourir, donc, 1803, elle va mourir à 87 ans. Et la pauvre femme, écrasée par un trolley sur les boulevards de Paris. Personne ne va la pleurer. Elle a aggravé son cas, oui, parce qu'en 1881, dans l'abandon, la misère où elle est... Alors, vous allez voir, on va lire là, un témoignage d'un monsieur Nerval en 1920 qui a rassemblé tout ce qu'on pouvait savoir d'elle. Eh bien, comment ça nous est parvenu ? Ces papiers, ça a été vendu à Lacan. C'est le vicomte de Lovenjoul, celui qui a récupéré les manuscrits de Balzac, qui quelqu'un lui amène une liasse de manuscrits parce qu'il a vu qu'il y avait marqué Balzac dedans, et sur ces manuscrits, on découvre que c'est les lettres, les papiers, les inédits, et ce qu'elle n'a pas pu publier aussi, de Caroline Marbouty. Donc, merci Lovenjoul, merci à cet anonyme là, qui a trouvé ça sur les quais, et a eu le génie de les lui apporter. Tous ces papiers sont à la maison de Balzac, rue Renoir. Alors hier, vous savez, donc, quand je dis qu'elle a aggravé son cas, c'est qu'en 1881, donc à 78 ans, alors là c'est pareil, on trouvera là, dire « elle se mêlait d'affaires spirites, mais vous vous rendez compte ?» Ouais, mais Victor Hugo et Balzac, ils n'étaient pas mouillés jusqu'au cou dans les trucs spirites. Balzac se prétendait en capacité, lui, là, dans une situation médiumnique, de dialoguer et de faire passer sa voix, là, depuis la mort. Il en parle dans Ursule Mirouet, il y a plein de lettres à Madame Anska et tout ça, qui témoignent de ça. Donc elle n'est pas en dehors, il n'y a rien là. C'est-à-dire que Balzac puisse s'adresser à elle 30 ans après sa mort. Et évidemment, c'est un petit peu le point de vue de Caroline Marbouty plus que celui de Balzac. Mais c'est pour ça que j'ai voulu commencer, moi, par lire hier, donc c'est Yves Gagneux, donc le président de la maison Balzac, là, qui a publié ça en 2003. Alors peut-être que vous avez tous ça dans votre bibliothèque, moi je ne l'avais pas. Alors par exemple, tenez, pour Baudelaire, on a un dictionnaire Baudelaire de Claude Pichois, c'est formidable. Pour Balzac, je me le suis payé 60 balles, classique Garnier, c'est du sérieux, j'ai aussi la correspondance, c'est sous l'autorité de Nicole Mosé,
quelqu'un que je respecte profondément, et 2 volumes. Et ben, j'avoue que plus j'avance dans ce Balzac, moins je m'en sers. Mais Marbouti, alors on doit être dans le début du tome 2. Voilà, j'avais même mis un petit marque-page Marbouti Caroline. Alors c'est signé MB Diethelm, et cette universitaire, Madame Diethelm, il se trouve que sur mon disque dur, là, dans ma doc Balzac, elle a fait une très belle étude sur comment voyage-t-on au XIXe siècle. Donc a priori, quelqu'un en qui j'ai confiance. Alors voilà, Marbouti Caroline, 1803, 16 février 1890. Caroline Pétignot, fille de magistrat, mariée à un greffier en chef du tribunal de Limoges du nom de Marbouti, et tout de suite, virgule, est peu satisfaite de son sort. Donc voilà quelqu'un, cette Caroline Pétignot, fille d'un magistrat à La Rochelle, je crois, on la marie à un greffier en chef du tribunal de Limoges. Bon débarras. Et le bonhomme, il a 20 ans de plus qu'elle. Il y aura 2 filles. Mais de quel droit, dit-on, est peu satisfaite de son sort ? Tout de suite, t'as ça. Donc une femme dans un dictionnaire édité par Nicole Moset se permet tout de suite de dire une femme qui écrit peu satisfaite de son sort. Et à écouter la suite. Prit en littérature le nom de Claire Brune. Non, elle a publié un livre, Une fausse position, roman à clé, sous le pseudonyme de Claire Brune. Mais encore là, une espèce de truc de doute. Par l'intermédiaire de Jules Sandeau et d'Anna de Massac, cette remuante personne. Mais enfin merde, tu payes 60 balles un dictionnaire. J'ai pas envie des opinions. Cette remuante personne. Donc elle est déjà dans la conspiration. Cette remuante personne parvint en 1835 à rencontrer Balzac. Parvint à rencontrer Balzac. Alors oui, vous verrez, c'est compliqué. Elle écrit en 1830 déjà une lettre et Balzac répond pas. Elle reçoit tellement. Mais quand ils auront fait connaissance via Jules Sandeau, Balzac, qu'est-ce que vous voulez, ce petit gros bonhomme, waouh, une jolie jeune femme, quoique mère de famille, va commencer cette espèce de jeu. Et ce jeu, il est vieux et il n'est pas... Et qui, là, a le mauvais rôle? Et qu'est-ce qu'elle veut, elle? Elle veut simplement... Elle arrive, elle a des manuscrits, elle écrit, elle a besoin d'aide, donc elle rencontre le milieu littéraire parisien. C'est par ça, Jules Sandeau. On se retrouve chez Balzac, et ensuite, le Sandeau, il sera un peu amer, parce que c'est Balzac qui prend le cadeau. Mais parvint à rencontrer Balzac. Encore une fois, tu condamnes, tu accuses, et voilà. L'année suivante, sous le costume masculin du page Marcel, elle l'accompagne à Turin. Il se souviendra de l'épisode dans le cabinet des Antiques. En 1842, le romancier lui dédie La Grenadière, avec ces mots aimables, à Caroline, la poésie du voyage, le voyageur reconnaissant. Ensuite, il supprimera dans La Grenadière cette épigraphe. Ça, c'est des choses qu'il fait souvent. Cet élan de gratitude valut étrangement à Balzac un roman acrimonieux de Claire Brune, Une fausse position, 1844. Pardon, j'ai dit 68 tout à l'heure. C'est une erreur, je rectifie. C'est ce livre dont j'ai lu l'avant-propos. Mais roman acrimonieux, mais elle l'a lu, la dame, là, le livre Une fausse position, signé Claire Brune, où le romancier n'était pas peint sous son meilleur jour. Il y en a d'autres là qui s'en prennent beaucoup plus lourd que lui d'ailleurs. Balzac, dans le livre là signé Claire Brune, de Claire Marbouti, de Caroline Marbouti, non, il n'a pas un mauvais rôle. C'est que ce type est tellement dans son travail et l'arrogance de son travail que, autour de lui, il y a une espèce de vide, de distance. C'est pas un magouilleur comme les autres. Donc je pense que pour avoir écrit ça, de toute façon, elle n'a pas lu. Elle n'a pas été sur Gallica télécharger le PDF. C'est sans doute le motif de la suppression, 2 ans plus tard dans l'édition Furne, de la dédicace destinée à célébrer la poétique voyageuse. Oui, puisqu'ils ne se sont pas revus. L'heure de gloire de l'ex-page Marcel passée, rien ne put la raviver. Et allez, c'est fini. Elle est classée. Rien, excepté les esprits qu'elle invoquait avec ardeur.
Bon, elle n'a rien compris non plus à cette passion du spiritisme. Il suffit d'aller lire Ursule Mirouet. Elle relata le grand moment de sa vie sous la dictée spirite de Balzac lui-même en 1881. Ce texte étonnant a été intégralement transcrit et publié par Yves Gagneux. Et là encore s'ouvre autre chose, c'est-à-dire qu'on sait bien que cette dictée spirite, évidemment, ça arrondit les angles, ça poétise un certain nombre de choses, ça refabrique des dialogues, mais c'est quand même Balzac qui le dicte. Alors c'est très curieux, parce que moi j'ai eu un plaisir énorme à le lire, mais Gagneux a laissé l'orthographe, et par exemple, Marbouty est incapable, quand elle dit « je », c'est très souvent au féminin, alors que c'est censé être Balzac qui dicte, donc ce truc manuscrit. Elle a d'autres aussi correspondants spirites, en particulier Barbier. Mais vous savez, Barbier, c'est Baudelaire qui en parle. Allez, un petit peu donc de Claire Marbouty, mais moi je vois surtout là, à distance, comment une instance de classement violente, dont Balzac n'est pas complice. Lui, simplement, bon, il a tenté sa chance, et dans le compagnonnage là, de la petite calèche à 2 places, où il a mis des coussins, tout ça, ils y vont à 2, sans domestique. Quand je dis tenter sa chance, ça a dû être une grosse pression. Et est-ce qu'ils sont passés à l'acte ou pas? C'est pas tant d'importance que ça, mais a priori non. A priori, elle avait un problème de petites maladies, comme il s'en trouve beaucoup dans ce siècle, et qui fait que, justement, une part de la frustration de Balzac, c'est que, non, même à Turin, dans le bel hôtel, il valait mieux éviter la relation sexuelle. Et ensuite, il est pris, il est attrapé. Alors, je ne dis pas qu'il est tout blanc. Non, c'est vraiment un truc comme femme. Et, couche-toi là. Et c'est un côté de Balzac qui est pas vraiment plaisant. Et elle, elle est marquée au fer chaud, au fer rouge, là, de quoi? Voilà celle que Balzac a emmenée à Turin déguisée en homme. Ah ouais, ils sont partis 3 semaines, ils ont été tous les deux tout le temps à l'hôtel. Alors il y a ce truc à Turin où, vous savez, il y a toujours des trucs pour les domestiques. Donc c'est elle qui prend la belle chambre, puis lui qui prend la petite chambre de service, soi-disant pour les domestiques, alors que tout le monde croit le contraire. Bon, mais elle ensuite, tu portes ça toute ta vie. Elle est celle qui a tenté sa chance auprès de Balzac. Non, c'est pas ça, c'est même pire que ça. Balzac, il avait 500 francs pour faire ce voyage. Il comptait emmener un domestique. Elle a 500 francs à mettre dans le voyage. Elle rêve de voir l'Italie. Balzac lui dit, si on y va à 2 et qu'on passe pour un couple, on saura toujours les hôtels, les machins comme ça. Si vous êtes déguisé en homme, et avec vos 500 francs, on va faire un super voyage. Et voilà, c'est ce qui se passe. On n'en saura jamais plus. Mais ce qui pèse sur cette femme par rapport à tout ce qu'elle écrit ensuite, et qui se veut, et qui s'inscrit dans... alors il y a par exemple un moment, une lettre qui pour moi là, est très dure. Elle écrit plusieurs fois à George Sand. Bon, George Sand, elle se défend, c'est pareil. Et George Sand dit... parmi les 500 livres écrits par des femmes que je reçois par an, il y en a 5 ou 6 que j'ai réussi à lire et que j'ai trouvé vraiment intéressants, dont le vôtre. Ce qui veut dire que cette polarisation, c'est-à-dire quand je parlais de plafond de verre, cette instance-là de la domination masculine, elle est réimposée à mesure des années aussi dans la réception. D'accord, tu peux arriver à publier un livre, mais la reconnaissance symbolique comme écrivain, ça, non, tu ne l'auras pas. George Sand en dispose. Mais là où George Sand assume comme ça une sorte d'identité symbolique collective, ces 500 femmes, c'est massif. C'est aussi massif que le nombre de types qui écrivent. Oui, c'est ça. C'est grâce à cette espèce d'autorisation. Qui elle cite? Elle cite Madame de Staël, elle cite George Sand. Et oui, mais après, Sand, elle s'impose. Mais les autres, et c'est quoi ce mécanisme
d'exclusion qui fait que Caroline Marbouty, dans le dictionnaire Balzac qui fait autorité là au classique Garnier en 2021, eh ben, la marque au fer rouge, on la lui impose encore. Et dans ce petit livre là dont je vous mets là j'ai la version EPUB, je vous mettrai aussi celui-là, j'attendais de lire, mais je vais le scanner pour avoir un fac similé. Donc on est dans les années 20, c'est M. Serval là, qui rassemble tout ce qu'on sait de Caroline Marbouty, et merci à lui, c'est heureusement qu'on a ça. Eh bien, je dirais ce geste de marque au fer rouge, on va dire qu'elle est folle, et on va faire le portrait de cette femme pour prouver qu'en permanence, non, elle n'est pas folle. Mais si on dit demi-folle, ce sera encore bien pire. Moi, ce que je voudrais, c'est que le dossier Caroline Marbouty, on le rouvre calmement, y compris dans la part manuscrite. Alors, une lecture qu'on va essayer à double niveau. Un, ce qui concerne Caroline Marbouty, pour essayer de restituer le portrait. Et deux, la façon dont, en 1920, se reconduit la marque au fer rouge, ce qu'on fait peser sur elle. La femme. Madame Caroline Marbouty était la fille de M. Pétignot, qui devint conseiller à la cour de Limoges en 1811, et de Madame née de la Coste, fille elle-même de M. de la Coste, député de la Charente inférieure à la législative, puis membre du Conseil des Anciens, enfin juge au tribunal de cassation. Ses parents appartenaient ainsi tous deux au monde judiciaire, fort prisé en Limousin, comme chacun sait. Bien que née en 1803 à Paris, où ses parents habitaient momentanément, elle était bien limousine. Elle avait dû venir à Limoges au plus tard à l'âge de 8 ans, à l'époque à laquelle son père y fut nommé conseiller. Quelle fut sa prime jeunesse, c'est ce dont personne ne se souvient plus. Elle eut un frère et une sœur, dont les destinées furent beaucoup plus normales. Tu choisis d'écrire ? Eux, ils n'ont pas fait ? Normal. Toi ? Anormal. C'est tout simple, c'est juste un mot. Elle eut un frère et une sœur dont les destinées furent beaucoup plus normales et certes plus heureuses que la sienne. Comme dans ses œuvres, elle s'est toujours représentée fort complaisamment sous des noms divers, on peut penser que ses idées furent, avant son mariage, celles de l'une de ses héroïnes, Ange de Spola. Ange, encore jeune fille, a peur de l'amour et du mariage parce que l'un lui paraît un leurre et l'autre un esclavage. Réécoutez l'avant-propos où elle parle de ce qu'est pour elle l'écriture féminine en 1854, ce que j'ai lu tout à l'heure. Il en est d'ailleurs de même de toutes les autres. La platitude de la vie les écœure dès le berceau. Prends ça dans ta figure. Et elles se font du mariage une telle idée qu'elles se laissent traîner à l'autel comme des victimes au sacrifice. C'est dans ces conditions que Caroline Pétignot épousa, à l'âge de 19 ans, M. Marbouty, plus âgé qu'elle de 13 ans, et qui, fort peu poétiquement, exerçait les fonctions de greffière en chef au tribunal de Limoges. Il habitait avec son père et sa mère, dont logiquement il devait partager les idées. Dans une de ses œuvres, sa femme exécute ses beaux-parents, et surtout, comme il sied, sa belle-mère, dans les termes suivants. Donc, si tu écris, si tu parles de la société, là, non, chez Balzac, études de mœurs, vie de province, études sociales. Ouais, si c'est Marbouty, elle exécute sa belle-mère. C'est tous ces petits trucs, là, des tout petits points, et tous ensemble, qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Alors, citation de Marbouty. Demi-bourgeoise, elle appartenait à cette classe de la société où les femmes n'ont ni l'énergie de la femme du peuple, ni l'adresse de la femme des salons.
Participant néanmoins de ces deux natures, elle en avait les passions, sans en avoir les vertus ni le développement. Reléguée dans le ménage auquel elle n'était initiée que par les minutieux détails qu'il nécessite, elle en ignorait les grandeurs. Elle s'était soumise à n'être chez elle que la première servante, comprimée par un mari absolu, par des habitudes méticuleuses et rétrécies. Ses passions refoulées la rendaient inquiète, tracassière, en lutte avec ses domestiques qui ne la respectaient pas, car elle était sans force, arrachant à son mari par la ruse l'argent obligé par les dépenses usuelles, vivant sans dignité. Au jour le jour, suivant les caprices du maître, elle jetait autour d'elle l'aigreur que sa vie manquée lui causait. Le tranquille bonheur de la vie de famille, sa sainteté et ses grandeurs étaient ainsi perdus pour ses enfants. Quant au mari, il est paré, entre guillemets, en 10 lignes. Jules Dormont, Marbouty, avait épousé Camille, Caroline. Mais non, c'est un roman dans lequel il y a un monsieur Jules Dormont qui a épousé une certaine Camille, mais là, le Serval, là, il se donne le droit de dire Jules Dormont, entre parenthèses, Marbouty avait épousé Camille, entre parenthèses, Caroline, parce qu'il la croyait fort riche et qu'il la savait de haut rang, le pauvre. Il n'avait vu dans le mariage qu'une affaire. Camille, immolée, n'eut pas même la douceur de plaire à son mari. Donc, elle écrit mal, Marbouty? Ah non. Elle écrit, elle devrait être au niveau de Sand, au niveau... Ça m'est égal. En tout cas, c'est une écriture digne, et une écriture rémanente, musicale. L'amour perdit ses droits, la femme sa force, elle fut livrée, et Serval reprend la parole, et il dit « Pauvre monsieur Marbouty ». Donc, tu prends rien que ces trucs. Bon, cependant, le ménage se maintint qu'à pendant quelques années, une fille naquit au bout d'un an. Et regardez. Et on doit espérer qu'un peu d'amour maternel vint calmer pour un temps les souffrances de cette incomprise de Limoges. Oh, je ne vais pas faire des commentaires, hein. Mais le calme ne dura pas longtemps. La jeune épousée faisait des vers. Voici ceux qu'elle composait après 5 ans de mariage. Citation. Alors, les vers, évidemment, c'est peut-être moins, mais bon. Oui, je me sauverai de ton ardeur extrême, oui, je le jure à Dieu, je le jure à moi-même en prononçant ces mots, tout à coup m'éveillant, et j'ai vu fuir et le rêve, et l'amour, et l'amant. Bon. Cette pièce porte la date du 5 mars 1828. Donc elle avait juste ses 20 ans. De telles idées, bien qu'exprimées en une langue assez plate, eussent pu troubler la sérénité d'un mari. Donc faut l'autorisation du mari. Mais il est vraisemblable que M. Marbouty n'en eut pas connaissance. Une seconde fille vit le jour l'année suivante. D'après les dires de sa mère, celle-ci ne l'aima jamais beaucoup. 1 an se passa sans incident, mais en 1830 se place la lettre, ou le brouillon de lettre à Balzac, dont nous avons donné des extraits, cette lettre-là, que Marbouty cite elle-même en disant à Balzac « Mais je vous avais écrit, vous n'aviez pas répondu ». Ne semble-t-il pas, après cette lecture, que la véritable victime dut être en l'occurrence le mari, le pauvre greffier de Limoges. Il n'eut peut-être d'autre défaut que d'être un homme ordinaire, ainsi que l'a suggéré Émile Faguet à propos de M. Dudevant, le père de Sand. On n'a d'ailleurs aucun renseignement sur son caractère, ses sentiments, bien que sa femme l'ait accusé, bien des années plus tard, de sécheresse, de fausseté et d'hypocrisie. Ce n'était peut-être qu'un brave homme, greffier jusqu'au tuf, plus amateur de bonne soupe que de beau langage, et trouvant chez lui, au lieu d'une ménagère, Lélia, encore le personnage de George Sand. Donc clairement, le pauvre bonhomme, c'est elle qui a eu tort de se révolter, comparant, non sans en soupirer, son sort à celui de M. L., le mari de la sœur de Caroline, qui lui donnait la dignité et le calme d'une vie bourgeoise. Longtemps, bien longtemps après, cette excellente épouse écrivait à sa sœur, dont on avait dit pique-pendre, une lettre charmante, parce qu'elle fait connaître avec simplicité et bonne humeur ses occupations d'honnête femme. Ça revient toujours. Réception de parents de tout âge, soucis domestiques. Pas une minute à elle, dit la sœur de Caroline. Elle trouve cependant le moyen d'écrire le plus affectueusement du monde, remerciant Claire de l'envoi d'une brochure dont elle était l'auteur.
une brochure. Avant d'en finir avec M. de Marbouty, donnons les 2 seuls renseignements que nous ayons pu retrouver en ce qui le concerne. Il vendit sa charge de greffier en 1836 et mourut en 1858. Il résulte d'une note inédite, rédigée par Madame Marbouty, qu'elle vint s'établir définitivement à Paris avec ses filles en 1836. Et ça, là, et ça dans Balzac, on trouve ce genre d'anathème. Elle s'enfuit de Limoges et elle emmène ses 2 petites filles. Comment elle va vivre? Elle a un peu d'avance, d'argent personnel, parce que c'est l'argent peut-être du côté de sa mère, avec ce monsieur de Lacoste et tout ça. Elle se logea avec elle dans la pension où elle les avait placées. Dès son arrivée, elle s'occupa de rassembler les quelques œuvres qu'elle avait déjà écrites et d'essayer de les faire paraître. Elle prit dès lors le pseudonyme de Claire Brune, qui peu à peu se substitua à son véritable nom jusqu'au jour où il s'y accola. Madame Marbouty devint alors Madame Brune de Marbouty. Et donc, tu essayes de publier ce que tu as déjà en travail. C'est ce portrait de jeune femme fictionnelle, Ange de Spola, et tu ne veux pas le faire sous le nom du mari que tu as planté à Limoges. Et la lutte commença, dure et incessante, qu'ont soutenu les artistes de tous les temps et qui ne mène pas toujours au succès, surtout lorsque c'était le cas. Elle s'appuie sur plus de prétention que de talent. Elle s'appuie sur plus de prétention que de talent. Alors, tu peux dire de l'autre côté, tu as Théodore Adorno. Si Beethoven ne s'était pas pris pour Beethoven longtemps avant d'être Beethoven, il n'y aurait jamais eu de Beethoven. Donc cette question-là de la prétention, elle n'est pas liée intrinsèquement là, à la volonté que tu as quand tu es dans le début d'une œuvre. Cette femme, à la vérité, savait écrire. À la vérité, quelle condescendance. Surtout lorsqu'elle écrivait simplement. Parce que si elle est tarabiscotée, mais son individualisme étroit nuisit toujours à la qualité de sa production. L'avant-propos que je vous ai lu tout à l'heure sur l'écriture féminine, c'était de l'individualisme étroit. Nous tenterons, lorsque nous parlerons de ces œuvres, d'en dégager le caractère, nous bornant pour le moment à raconter la vie de leur auteur. Cette provinciale en passe de parisianisme, tchungtchoukhamtitisme, pensa, non sans raison, qu'il fallait avant tout se créer des relations dans le monde littéraire. Déjà en 1833, au cours d'un premier voyage à Paris, elle avait fait la connaissance d'un journaliste et d'un homme de lettres. Le journaliste était Bergeron, qu'en 1832 on avait accusé d'avoir tiré sur Louis-Philippe et qui avait été acquitté. L'homme de lettres, également journaliste à cette époque, c'était Sainte-Beuve, que Bergeron lui avait présenté. Par lui, par Sainte-Beuve, elle connut Jules Sandeau, et par Sandeau, elle connut Balzac. On lui ouvrit quelques salons, et dans un article du journal La Mode de 1837, on la cite comme ayant lu des fragments de ses ouvrages au cours d'une soirée mondaine. Ses relations avec les hommes et les femmes de lettres furent notées par elle dans un cahier manuscrit commencé en 1838, dont les récits s'égrènent avec des lacunes jusqu'en 1844. On y trouve plusieurs portraits des célébrités du temps, fort vivement enlevés. Ils ont pris place, mais modifiés, dans son œuvre la plus connue, Une fausse position. Alors là, par exemple, son portrait, là, c'est Scribe, et je ne sais pas s'il y a seulement Scribe ou Sainte-Beuve que j'en choisisse. Allez, lisons le portrait de Scribe par Marbouty. Scribe est rusé, blasé comme le Bartholo de Beaumarchais, simple comme sa création du comte de Rantzau, dévoué comme Raton, poli comme un marchand qui veut vous voler quelque chose. Scribe, sans doute, avec une finesse, une justesse parfaite. Il est comme à 20 ans, sensible à toutes les impressions, à tous les sentiments, à toutes les idées. L'extrême mobilité de ses perceptions fait son talent et nuit à son caractère, toujours vrai mais jamais sûr. Scribe est bon et a dû faire beaucoup de mal. Dépendant de tous par la sensibilité de ses impressions, il a dû comprendre, jeune, qu'il pouvait devenir la dupe de tous ceux qui pourraient le faire raisonner. Peut-être n'a-t-il trouvé de garantie contre cette disposition facile que l'égoïsme, ou peut-être l'a-t-il trouvé en lui, placé par la nature comme préservatif.
Nous voyons aussi passer la silhouette de George Sand, assez sommaire. Celle-ci ne l'aimait guère, bien que Claire Brune eût la prétention de lui ressembler. C'est précisément cette prétention qui devait agacer quelque peu George Sand. Elle lui avait écrit dans les termes suivants: « Madame, recevez l'expression de toute ma gratitude pour la bienveillance dont vous m'honorez. Soyez sûre que des amis inconnus que j'ai dans le monde et dont vous daignez faire partie ont devant Dieu une communication intime avec moi. Mais à vous qui me paraissez une femme supérieure, je puis dire ce que je n'oserais dire à toutes les autres: ne cherchez point à me voir. Les louanges me troublent, m'affectent péniblement. Je sens que je ne les mérite point, je vous semblerai froide et je vous déplairai sans doute, comme j'ai déplu à beaucoup de personnes qui m'intimidaient malgré mes efforts pour leur exprimer ma reconnaissance. Si je vous rencontrais dans un champ, dans une auberge, si je vous voyais dans votre maison à la campagne ou dans la mienne, je pourrais espérer de réparer le mauvais effet de la première entrevue. Je ne me méfierais pas de moi-même. Mais ici, nous ne nous trouverions jamais seuls ensemble, etc., etc. Qu'est-ce que fait Sand? Elle écrit de façon... elle répond de façon polie à quelqu'un qui souhaite la rencontrer en lui disant que, oui, c'est bien, mais que tu ne peux pas te permettre rien d'autre. Alors Serval fait tout un plat d'une histoire que je ne suis pas arrivé à comprendre complètement ni à démêler. Apparemment une correspondance là, avec un homme en vue qui avait dû être amoureux de cette Madame Marbouty, et puis vient un moment où il espère récupérer les lettres, et elle, elle essaye de faire peut-être monter le prix, en tout cas c'est ce que j'ai plus ou moins compris, et finalement la société se retourne sur elle, parce que ces choses-là, ça doit rester confidentiel. Alors, de notre récit de la vie de Claire Brune, nous avons éliminé l'histoire de ses œuvres. Bien que ces deux éléments aient été, en réalité, intimement fondus l'un dans l'autre, il nous a paru préférable de les séparer afin de pouvoir dégager plus facilement le côté littéraire de notre étude. Énumérons d'abord. Parmi ces œuvres, certaines n'ont jamais été imprimées. On n'en connaît que les titres, ce sont des pièces de théâtre. Le monde comme il est, un artiste au XIXe siècle. Le mariage, refusé au théâtre français, dont la préface seule a été publiée. La liberté d'une femme. Les œuvres qui ont paru en librairie sont les suivantes. La protectrice, comédie en un acte. Joli conte vrai pour les enfants, un volume avec illustration. Ange de Spola, roman suivi de Cora la coquette Léona, 2 volumes. Une fausse position, roman 2 volumes, 1844. Le marquis de Précieux ou les 3 époques. De l'avenir avec les nouvelles découvertes, brochure. Amour et philosophie, recueil de poésie, 1855. L'unité de pouvoir, concordat politique, etc. Notice sur Monsieur de Lacoste, brochure 1869, sur son père donc apparemment. Après 1885, donc quand elle a 82 ans, il n'est plus question d'elle. C'est une vieille perdue dans la foule et dont la vie, profondément misérable, n'est connue de personne. Enfin, en 1890, c'est la mort, non pas au milieu des siens, non pas dans un lit, même d'hôpital, elle est écrasée par un omnibus. Le renseignement a été donné par M. Fray Fournier. Nous n'avons cependant retrouvé aucune trace de ce fait divers dans les journaux du temps. Peut-être n'était-elle porteur d'aucun papier et ne fut-elle identifiée que plus tard. Mais la date a été indiquée avec précision. C'est celle du 16 février 1890. Elle était alors âgée de 87 ans. Cette mort dans son pays fut d'ailleurs ignorée du public. Aucun journal local n'en fit mention. À cette triste fin, le sort ajouta une suprême injure. En 1891, M. de Lovenjoul recevait d'un érudit une lettre par laquelle lui étaient offerts les papiers de Claire Brune. On les avait trouvés sur le quai, dans la boîte d'un bouquiniste. C'étaient les mémoires de cette femme, des lettres, sa photographie. Comment toutes ces pièces avaient-elles échoué là? Personne ne s'était donc trouvé pour les recueillir, voire pour les brûler. J'ai oublié aussi que dans cette période, là, juste après le voyage d'Italie, c'est encore une des pages les plus ignobles de ce petit livre,
Sa fille aînée meurt. Ah ouais, au 19e siècle, ça arrive. Et elle devient folle à cause de ça. Tout lui est porté à charge, tout lui est porté à crime. Donc, si elle écrit même là, sur cette question de la femme, est-ce que c'est pas parce que, justement, c'est simplement dans le choc de sa fille morte? Je crois qu'on peut pas laisser ça comme ça, là, s'évanouir. Allez, je vous donne les documents, et puis j'espère bien que va peut-être se faire un rééquilibrage. Il serait temps. On doit lire à rebours notre propre histoire littéraire pour remettre tout ça à plat. Et ce qui est dur, c'est ce qu'on leur a fait peser sur les épaules, à celle-là qu'on évacuait. Et que ce soit aujourd'hui, c'est pas que ce soit... Oui, c'est intolérable, mais rester là devant ce qui est fait, ne pas réagir. Comme là, moi j'ai réagi à ce dictionnaire Garnier. Ou au fait que, à part ce livre publié en 2003, en diffusion restreinte, et puis là, ce truc qui reste, là, qu'on peut trouver évidemment là, sur les circuits d'occasion, de ce monsieur Serval, là, et ça date de 1923. Non, puis on continuera de s'amuser. Ah ouais, Balzac en 1836, tu sais, était parti en Italie avec une fille déguisée en homme.